Pose-toi là, Sylvie, entre la porte des cuisines et les poubelles, c'est ta place naturelle après tout. Tu as toujours aimé servir les autres. C'est ce que ma belle-fille Aurélie m'a lancé au visage le jour du plus beau mariage de la région, alors que je portais ma plus belle robe en soie bleue. Elle souriait pour les photographes, mais ses yeux étaient au froid comme de la pierre. Elle ne savait pas encore que ce mépris allait être le début de sa chute. Ils pensaient tous que j'étais juste une vieille femme, une bibliothécaire, à la retraite qu'on oublie volontiers dans un coin sombre pour ne pas gâcher le décor. Mais une bibliothécaire, voyez-vous, cela passe 40 ans de sa vie à chercher ce que les autres veulent cacher. Et ce que j'ai trouvé ce soir-là, en ramassant un simple mouchoir, c'était bien plus qu'une tache de lait. C'était la preuve nette et précise comme un tampon d'archives que mon fils Julien était le dindon d'une farce qui allait lui coûter sa fortune et son honneur. Le domaine était magnifique, un de ces châteaux de la Loire, aux pierres blanches, qui brillent sous le soleil de juin. Julien, mon fils, mon grand architecte, si brillant mais si fragile, rayonnait de bonheur. Il ne voyait pas que les fleurs de lys et les dorures n'étaient qu'un décor de théâtre payé avec ses propres économies. J'avançais vers la salle de réception, le cœur serré, sentant le poids de mes 68 ans dans mes chaussures neuves. Je cherchais mon nom sur le plan de table, au milieu des noms à particules et des relations d'affaires de la famille d'Aurélie. Je ne le trouvais pas. J'ai remonté mes lunettes sur mon nez, balayant les listes calligraphiées, avec cette précision que j'avais gardée de mes années passées à classer les ouvrages rares. Rien. C'est là qu'elle est apparue vêtue d'une robe de dentelle qui devait coûter le prix d'une petite voiture citadine. Aurélie s'est approchée de moi, non pas pour m'embrasser, mais pour m'écarter du passage des invités importants. Elle a désigné du bout de son gant une petite table ronde, isolée, presque cachée derrière un paravent défraîchi, juste à côté de la porte battante, d'où sortaient tous les serveurs. « C'est la table 0, Sylvie », a-t-elle ajouté en ajustant mon collier avec un geste qui ressemblait à une strangulation polie. « Comme ça, tu pourras surveiller si tout se passe bien en cuisine, puisque tu es si pointilleuse sur le service. » Je suis restée immobile, le sang battant dans mes tempes. Autour de moi, le brouhaha de la haute société parisienne, que mon fils essayait désespérément d'impressionner, redoublait d'intensité. Julien est passé à quelques mètres, ajustant son nœud papillon, l'air tendu mais fier. « Julien, mon fils !» ai-je murmuré en essayant de capter son regard. Il s'est arrêté une seconde à vue où j'étais installée et a immédiatement détourné les yeux. « Maman, s'il te plaît, ne fais pas d'histoires aujourd'hui. » a-t-il simplement répondu, avant de s'éloigner pour aller saluer un prétendu baron, dont le nom m'était totalement inconnu dans les registres officiels. Je me suis assise à cette table de paria. L'odeur de la friture et le bruit des assiettes qu'on empile avec fracas étaient mes seuls compagnons. J'aurais pu pleurer, j'aurais pu partir et rentrer dans ma petite maison de Tours. Mais j'ai appris une chose avec les livres. Le silence est la meilleure position pour observer les intrigues. J'ai sorti mon petit carnet de cuir de mon sac à main, celui où je note tout depuis toujours. Je n'étais plus une mère humiliée. Je redevenais la directrice de bibliothèque, qui ne laisse passer aucune anomalie. Et les anomalies ce soir-là allait pleuvoir comme de la grêle sur une vigne en fleurs. Le repas a commencé. À la table d'honneur, Aurélie riait la tête renversée, affichant une assurance qui me paraissait soudainement forcée. J'observais son père, un homme aux cheveux argentés, qui parlait de placements immobiliers à Paris, avec une voix de stentor. Quelque chose ne collait pas. Ces gens-là parlaient trop de l'argent qu'ils possédaient. En Sologne, on ne parle pas de sa fortune, on la possède tout simplement. Alors que le homard était servi, j'ai vu Aurélie se lever brusquement. Elle a jeté un regard furtif autour d'elle, sans se douter que depuis ma table 0,
J'avais un angle de vue parfait sur le couloir menant au jardin. Elle s'est éclipsée. Instinctivement, je me suis levée aussi, profitant du passage d'un plateau de fromage, pour me glisser derrière le paravent. Je l'ai suivie à distance, mais pas étouffée par le tapis épais. Elle s'était réfugiée dans un petit renfoncement près d'une statue de Diane chasseresse. Elle tenait son téléphone avec une telle crispation que ses phalanges étaient blanches. « Je te l'ai dit, tu n'auras rien avant le mois prochain. » A-t-elle sifflé dans l'appareil, sa voix autrefois mélodieuse devenue rauque et menaçante. Julien signe les documents de garantie lundi. Si tu appelles encore ici, je jure que je te fais rayer de la carte. Paris peut attendre, compris. Elle a raccroché d'un coup sec, respirant bruyamment pour reprendre contenance. Mon cœur battait la chamade dans ma poitrine de vieille femme. De quoi parlait-elle ? Quelle garantie mon fils allait-il signer? Je me suis repliée dans l'ombre, mon dos pressé contre la pierre froide du château. Cette femme n'était pas l'héritière d'une grande lignée de propriétaires terriens. C'était une prédatrice aux abois, et mon Julien était le repas qu'elle s'apprêtait à dévorer pour éponger des dettes que je devinais colossales. Je suis retournée à ma table, le visage de marbre. Quelques instants plus tard, la nourrice a apporté le petit Théo pour la présentation officielle aux invités. Le bébé âgé de 10 mois était une merveille de douceur, avec ses boucles blondes et ses grands yeux clairs. Julien le prit dans ses bras, avec une maladresse touchante, le présentant comme le futur héritier de la famille. « Il a les yeux de son père, n'est-ce pas ?» a lancé la mère d'Aurélie en s'adressant à la cantonade. Toute la salle a applaudi les coupes de champagne, se sont levées dans un tintement cristallin. C'est à ce moment précis que le plateau de petits fours a circulé. Des macarons à la pistache et aux noix de pécan. Théo, curieux comme tous les enfants de son âge, a attrapé un morceau qui traînait sur l'assiette de Julien. En quelques minutes, le drame a manqué d'éclater. Le visage du petit a commencé à se couvrir de plaques rouges. Sa respiration est devenue sifflante. Ce fut la panique. « Vite son traitement !» a hurlé Aurélie, perdant pour la première fois son masque de perfection. J'ai couru vers eux, oubliant ma position de banni. J'ai aidé la nourrice à trouver l'auto-injecteur dans le sac à langer. Alors que le calme revenait et que le petit Théo retrouvait des couleurs, une pensée m'a traversé l'esprit, aussi tranchante qu'un rasoir. Dans notre famille, du côté de mon mari comme du mien, nous n'avons aucune allergie, absolument aucune, depuis 4 générations. C'est une particularité dont Julien était fier. Et Aurélie, j'avais vérifié ses antécédents médicaux par simple curiosité lors de ses premières visites, se vantait de n'avoir aucune faiblesse génétique. Pourtant, cette allergie aux noix de pécan était violente héréditaire, selon les médecins. Alors que tout le monde s'empressait autour du bébé, j'ai ramassé le carnet de santé de Théo qui était tombé au sol dans la confusion. Je l'ai ouvert à la va-vite, mes doigts, tremblant légèrement. Je cherchais une information précise, quelque chose que j'avais remarqué lors de sa naissance, mais que j'avais mis sur le compte d'une erreur de transcription à la maternité. Page des examens néonataux. Groupe sanguin B négatif. Mon fils Julien est O positif. Aurélie est O positif. Un froid polaire m'a envahi, malgré la chaleur de la soirée de juin. 2 parents du groupe O ne peuvent donner naissance qu'à un enfant du groupe O. C'est une règle immuable, une loi de la nature, que même la plus belle des dentelles ne peut masquer. Théo n'était pas le fils de Julien. Mon fils, mon pauvre Julien, finançait le train de vie d'une femme qui l'avait trompé et qui lui faisait élever l'enfant d'un autre. J'ai refermé le carnet doucement, le glissant sous mon châle, alors qu'Aurélie s'approchait pour le récupérer. « Donne-moi ça, Sylvie », a-t-elle ordonné en me l'arrachant des mains avec une rudesse qui aurait dû alerter mon fils. « Tu n'as pas à fouiller dans ses affaires, tu es déjà assez encombrante comme ça. »
Elle m'a regardée, avec un dédain souverain, certaine que je n'étais qu'une grand-mère gâteuse, qui ne comprenait rien aux termes médicaux. Je l'ai laissée s'éloigner vers la piste de danse, où la musique commençait à résonner sous les voûtes séculaires. J'ai regardé ma table 0, mes couverts dépareillés, et le mépris qu'il m'avait servi en guise de bienvenue. Ils pensaient m'avoir mise au placard, m'avoir neutralisée parmi les reliefs de repas. Ils ignoraient que dans le silence de ma bibliothèque, j'avais appris à déchiffrer les codes les plus complexes. Mon regard a croisé celui d'un serveur qui débarrassait les verres avec lassitude. J'ai redressé les épaules, l'air déterminé. Ce n'était plus seulement une question de fierté blessée ou de place à table. C'était une affaire de vérité de lignée et de justice. Je me suis approchée du buffet et j'ai discrètement ramassé un mouchoir en tissu que Théo avait utilisé encore imprégné de sa salive et de quelques traces de lait. Je l'ai soigneusement plié et rangé dans un sachet en plastique que je gardais toujours pour mes médicaments. Mon fils allait peut-être signer sa ruine lundi, mais il ne savait pas que sa mère venait de déclarer la guerre. Une guerre silencieuse, polie, mais totale. Le lendemain du mariage, le château de la Loire avait retrouvé son silence de pierre, mais dans ma tête, c'était un vacarme incessant. Je suis rentrée chez moi dans mon petit appartement de Tours, celui qui sent bon le papier ancien et la cire d'abeille. Je ne suis pas allée me coucher malgré la fatigue qui me pesait sur les épaules, comme une chape de plomb. Je suis allée directement à mon bureau, là où je garde mes vieux répertoires et mes accès aux archives numérisées. Une bibliothécaire n'arrête jamais vraiment de chercher. On nous croit passives, assises derrière un comptoir, à tamponner des dates de retour, mais nous sommes les gardiennes des secrets imprimés. Et Aurélie, avec ses manières de grande dame et son mépris pour les gens de peu, avait oublié que chaque vie laisse des traces des petites miettes de pain numériques ou administratives qu'il suffit de savoir ramasser. J'ai commencé par le commencement, le nom de jeune fille d'Aurélie Dumont. Un nom tellement commun qu'il en devient un parfait camouflage. Elle se faisait appeler Aurélie de la Tour de Paris, dans les cercles mondains que mon fils Julien fréquentait, mais sur le carnet de santé que j'avais brièvement aperçu, c'était bien Dumont. J'ai ouvert mon ordinateur, mes doigts, courant sur le clavier avec une agilité que l'on n'attendrait pas d'une femme de mon âge. J'ai consulté les registres des sociétés, les annonces légales, tout ce que mes années de recherche documentaire m'avaient appris à maîtriser. Il m'a fallu 3 heures de silence, seulement interrompues par le tic-tac de la pendule du salon pour découvrir la première faille dans son armure de soie. Le magnifique domaine où avait eu lieu la réception n'appartenait pas à sa famille depuis des générations, comme elle l'avait prétendu à Julien. C'était une location, une simple prestation de service pour un week-end de luxe, dont la facture était d'ailleurs encore en litige, selon une petite note trouvée sur un forum de prestataires de mariage que j'ai réussi à déterrer. Sa famille, ces fameux de la Tour, n'étaient que des commerçants en faillite dans la banlieue parisienne. Son père, cet homme si sûr de lui, au mariage, était en réalité sous le coup d'une interdiction de gérer depuis 2022. La vérité m'a sauté aux yeux crus et brutal. Mon fils n'avait pas épousé une héritière. Il avait épousé un gouffre financier. Alors que je terminais de prendre mes notes, on a frappé à ma porte. Un coup sec, autoritaire. C'était elle. Aurélie était là sur mon palier vêtue d'un ensemble de lin beige impeccable, un bouquet de lys à la main. Je voulais m'excuser pour hier, Sylvie, a-t-elle dit en entrant sans y être invitée, sa voix mielleuse sonnant comme une fausse note. Le stress de la cérémonie, la fatigue du petit Théo. J'ai été un peu nerveuse. Elle a posé les fleurs dans un vase vide,
avec un geste brusque, ses yeux balayant mon salon, comme ceux d'un inspecteur de police. Elle ne venait pas s'excuser. Elle venait vérifier si j'avais rapporté quelque chose du mariage, si j'avais des soupçons. « Ce n'est rien, ma chérie. » ai-je répondu en affichant mon plus beau sourire de grand-mère inoffensive, tout en glissant mon carnet sous une pile de vieux magazines de jardinage. À mon âge, on sait que les jeunes sont parfois emportés. « Veux-tu un thé ?» Elle a décliné prétextant un rendez-vous chez le notaire pour Julien. Pendant que j'allais dans la cuisine pour soi-disant chercher de l'eau, je l'observais par le reflet du miroir de l'entrée. Elle s'était précipitée vers le bureau de Julien, là où il garde ses papiers importants lorsqu'il vient dormir ici. Ses mains fouillaient les tiroirs avec une rapidité de voleuse de haut vol. Elle cherchait l'acte de propriété de ma maison, je le savais. C'est la seule chose de valeur qui reste dans notre famille. Un héritage de mon défunt mari que Julien doit recevoir à ma mort. Je suis revenue dans la pièce feignant de ne rien voir. « Tu cherches quelque chose, Aurélie ?» ai-je demandé d'un ton innocent. Elle a sursauté, refermant le tiroir d'un coup de hanche. « Non, je cherchais juste un stylo pour noter une adresse. » a-t-elle bafouillé, retrouvant instantanément son masque de glace. Elle est restée encore quelques minutes parlant de l'avenir de Julien, de son besoin de fonds pour son nouveau projet d'architecture à Paris, et de combien il était important que la famille se soutienne financièrement. Chaque mot qu'elle prononçait confirmait mes découvertes. Elle préparait le terrain pour un dépouillement en règle. Lorsqu'elle est enfin partie, l'odeur de son parfum trop cher a mis des heures à se dissiper. Dès qu'elle a été hors de vue, j'ai décroché mon téléphone. J'ai appelé une vieille amie de l'école des bibliothécaires, Madame Lefebvre, qui s'était reconvertie il y a 10 ans dans l'enquête privée pour les cabinets d'avocats. Solange, c'est Sylvie. J'ai besoin d'un service et c'est urgent. Ai-je murmuré, le regard fixé sur le sachet plastique contenant le mouchoir de Théo. Je lui ai expliqué la situation sans rien cacher de mes doutes sur la paternité et de la menace financière qui pesait sur Julien. Solange a toujours été une femme d'action. Envoie-moi l'échantillon par coursier sécurisé, Sylvie. Pour le reste, je vais creuser du côté de Lyon. J'ai des contacts là-bas et ton intuition sur le passé de cette femme ne me semble pas infondée. Matakuime, 2 jours ont passé dans une angoisse silencieuse. Julien ne répondait plus à mes appels, ou alors de manière très brève, prétendant qu'il était débordé par le travail. Je sentais qu'Aurélie l'isolait, qu'elle lui chuchotait à l'oreille des mensonges sur ma prétendue santé mentale qui déclinait. Le 3e jour, le téléphone a sonné. C'était Solange. Sa voix était grave, dénuée de son habituelle ironie. « Sylvie, ce que j'ai trouvé dépasse tes craintes. Aurélie Dumont n'en est pas à son premier coup d'essai. À Lyon, il y a 4 ans, elle vivait en union libre, avec un jeune artiste peintre nommé Romain. Ils attendaient un enfant. Mon cœur a manqué un battement. « Et que s'est-il passé ?» ai-je demandé, la main crispée sur le combiné. Elle a disparu du jour au lendemain, juste après la naissance, a continué Solange. Elle a fait croire à ce Romain que le bébé était mort-né, avant de s'enfuir avec les économies du pauvre garçon. Mais le plus troublant, Sylvie, c'est que ce Romain cherche son fils depuis des années. Il n'a jamais cru à la mort de l'enfant. Et devine quoi, j'ai obtenu une photo de lui. Quelques minutes plus tard, un message est arrivé sur mon téléphone. J'ai vu le visage d'un homme jeune aux traits fins, mais ce n'est pas son visage qui m'a frappé. C'était le petit grain de beauté en forme de croissant de lune qu'il avait sur le cou, exactement au même endroit que le petit Théo. La pièce a semblé tourner autour de moi. La perversité d'Aurélie n'avait donc aucune limite. Non seulement elle avait volé un enfant à son père, mais elle s'en servait comme d'un appât
pour ferrer un homme honnête, comme Julien. La micro-révélation de Solange était la pièce manquante du puzzle, celle qui transformait une simple affaire de fraude en un crime émotionnel, d'une cruauté absolue. J'avais les preuves, ou du moins une partie, mais comment les présenter à mon fils, sans qu'il ne me rejette définitivement? Il était tellement sous son emprise qu'il aurait pu croire qu'il s'agissait d'un montage de ma part pour briser son bonheur. C'est à ce moment-là que la porte de mon appartement s'est ouverte à la volée. Julien est entré l'air hagard, les traits tirés par un manque de sommeil évident. Il ne m'a pas salué. Il a posé un dossier bleu sur la table de la cuisine, le dossier du notaire. « Maman, j'ai besoin que tu signes ça !» a-t-il dit, sa voix tremblant légèrement. « C'est pour la caution de l'emprunt pour la société de mon beau-père. C'est une opportunité unique, Aurélie. Dis que c'est notre chance de devenir vraiment riche. On doit mettre la maison en garantie. » Je l'ai regardé, lui, mon fils unique, celui pour qui j'aurais donné ma vie. Et j'ai vu l'ombre d'une peur immense derrière ces paroles apprises par cœur. Il n'y avait plus de doute, le piège venait de se refermer, et j'étais la seule à pouvoir le briser. Avant que nous ne perdions tout, j'ai menti à mon fils Julien pour la première fois de ma vie. Je lui ai dit que j'avais besoin de prendre l'air, que l'agitation du mariage m'avait épuisée et que j'allais passer quelques jours chez une ancienne collègue à Lyon pour fêter ma retraite. Il a eu l'air soulagé, sans doute pressé de ne plus avoir mon regard scrutateur dans ses pattes, alors qu'il s'apprêtait à signer ces maudits papiers pour ma belle-fille Aurélie. Le train pour Lyon traversait les paysages de la France avec une régularité lancinante, mais mon esprit lui courait bien plus vite que la machine. Dans mon sac à main, je serrais l'adresse que Madame Lefebvre, la détective, m'avait donnée. Un quartier populaire, loin des dorures du château de la semaine passée. C'est là que se cachait la vérité, dans un atelier d'artistes niché, au fond d'une cour pavée, où l'herbe poussait entre les pierres. En arrivant devant la porte en bois délavé, j'ai hésité. Qu'allais-je dire à cet homme Romain le peintre ? « Bonjour, je pense que votre fils n'est pas mort et qu'il sert de monnaie d'échange à ma belle-fille. » C'était absurde. J'ai frappé. Un homme d'une trentaine d'années a ouvert les mains tachées de bleu de cobalt et de terre d'ombre. Il avait l'air fatigué, les yeux cernés de cette tristesse que le temps ne parvient pas à effacer, mais ses traits, mon Dieu, ces traits étaient ceux que je voyais chaque fois que je changeais la couche du petit Théo. C'était flagrant, presque insultant de ressemblance. « Oui, c'est pourquoi ?» a-t-il demandé d'une voix douce un peu absente en s'essuyant les mains sur un vieux chiffon. Je me suis présentée comme une amatrice d'art, intéressée par ses travaux de jeunesse. Il m'a laissé entrer dans son atelier, qui sentait l'essence de térébenthine et la poussière. C'était un endroit pauvre, mais habité par une âme. Sur un coin de table, au milieu des pinceaux et des esquisses, j'ai aperçu un vieux cadre en argent. À l'intérieur, une photo d'Aurélie plus jeune, les cheveux au vent, souriante d'un bonheur qui semblait presque sincère. Elle était enceinte, son ventre arrondi, moulé dans une robe d'été légère. « C'était mon ancienne compagne », a glissé Romain en remarquant mon regard. « Elle s'appelait Aurélie. Nous avons perdu notre enfant à la naissance il y a 10 mois. Une tragédie, nous ne nous en sommes pas remis. Elle est partie peu après, le chagrin était trop lourd. J'ai senti une boule se former dans ma gorge. Le pauvre garçon ne savait rien. Il vivait dans le deuil d'un fils, qui babillait à cet instant même dans une chambre luxueuse, à 200 kilomètres de là. 10 mois, ai-je répété en feignant la surprise. C'est exactement l'âge de mon petit-fils. Quelle coïncidence tragique. Romain a baissé les yeux, rangeant nerveusement quelques croquis. Les dates coïncidaient au jour près. Aurélie avait accouché à Lyon, avait fait croire à la mort du nourrisson pour s'enfuir avec lui et le présenter à Julien comme le sien, quelques mois plus tard,
après avoir séduit mon fils avec une habileté de courtisane. Julien n'était pour elle qu'une assurance-vie, un compte en banque sur pattes destiné à entretenir le fils d'un autre et à éponger les dettes de sa propre famille. La colère montait en moi, une colère froide de bibliothécaire qui voit un livre sacré être déchiré sous ses yeux. Romain, ce jeune homme honnête, était une victime autant que mon fils. Il m'a montré d'autres photos de cette époque. Sur l'une d'elles, il posait torse nu dans son atelier en train de peindre une toile immense. C'est là que j'ai vu le détail final, la signature de la nature. Sur son épaule droite, il portait une tache de naissance très particulière, une forme de flamme allongée d'un brin léger. « C'est une marque de famille », a-t-il dit avec un petit sourire triste, en voyant que je l'observais. Mon père l'avait, mon grand-père aussi. On l'appelle la flamme des peintres dans la lignée. C'était la même. La même flamme que j'avais vue sur l'épaule du petit Théo 2 jours plus tôt. Le doute n'était plus permis, la biologie venait de confirmer la trahison. J'ai dû m'asseoir sur un tabouret branlant pour ne pas défaillir. Je voyais tout le plan d'Aurélie, utiliser la détresse de Romain pour s'emparer de l'enfant, puis utiliser l'enfant pour s'emparer de la fortune de Julien. C'était d'une noirceur que je n'aurais jamais imaginée dans le monde réel, loin des romans policiers que je classais autrefois sur mes étagères. J'ai quitté l'atelier en promettant de revenir acheter une toile, mon cœur battant, comme un tambour de guerre. Le trajet de retour vers Tours fut un cauchemar de pensées sombres. Je devais agir, mais avec prudence. Aurélie était une manipulatrice hors pair. En arrivant à la gare, j'ai rallumé mon téléphone. J'avais 3 messages de mon fils Julien. Son ton était inhabituel, mélange de nervosité et de reproche. « Maman, où es-tu exactement, Aurélie ? A essayé d'appeler ton amie à Lyon, elle dit qu'elle n'a pas de nouvelles de toi. Elle s'inquiète pour ta santé, elle trouve que tu es très confuse ces derniers temps. » Le venin était déjà à l'œuvre. Aurélie avait compris que mon voyage n'était pas une simple escapade. Elle commençait à préparer le terrain pour me discréditer, pour faire croire que la vieille Sylvie perdait la tête. Je suis rentrée chez moi à pied, évitant de prendre un taxi pour rester discrète. Mais alors que j'approchais de mon immeuble, j'ai vu la voiture de Julien garée devant l'entrée. À travers la vitre du salon, je pouvais voir 2 silhouettes. Aurélie était là debout au milieu de mes livres, feuilletant mes dossiers, avec une assurance terrifiante. Mon fils Julien était assis sur le canapé, la tête dans les mains. J'ai compris à cet instant que ma maison n'était plus mon refuge. C'était devenu le terrain de chasse de ma belle-fille, et elle venait de décider que j'étais la proie de trop dans son paysage parfait. Elle voulait m'enfermer, m'isoler dans un établissement pour personnes dépendantes, avant que je ne puisse ouvrir la bouche. La bataille pour la vérité venait de franchir un seuil de non-retour. Quand j'ai passé le seuil de mon propre appartement, j'ai senti que l'air n'était plus le même. Il y avait cette odeur de désinfectant et de thé froid, une odeur d'hôpital qui n'avait rien à faire chez moi. Ma belle-fille Aurélie était assise à ma table de cuisine, celle-là même où j'avais appris à lire à mon fils Julien. Elle avait étalé des brochures sur la nappe en toile cirée. Des brochures avec des photos de jardins fleuris et de vieillards souriants, avec des titres écrits en lettres dorées, « La quiétude du Val » ou là, « Les vergers d'argent ». Mon fils Julien ne me regardait pas. Il fixait le carrelage, les épaules voûtées, comme s'il portait toute la misère du monde. « Maman, il faut qu'on discute calmement », commença-t-il d'une voix qui tremblait de fatigue. Aurélie m'a raconté pour ton voyage à Lyon. Tu ne te souviens même plus chez qui tu es allée. Elle a appelé toutes tes anciennes collègues, aucune ne t'a vue. Je me suis avancée, posant mon sac à main sur le comptoir, avec une lenteur délibérée. Je sentais le piège se refermer. Je n'ai jamais dit que j'allais voir des collègues Julien.
ai-je répondu en essayant de garder une voix ferme. J'ai dit que j'avais besoin de prendre l'air. Mais ma belle-fille Aurélie a immédiatement rebondi, un sourire de compassion feinte sur les lèvres. « Mais si, Sylvie, tu nous l'as dit 3 fois lundi soir, » affirma-t-elle en posant une main glacée sur la mienne. « Tu as même confondu les dates du baptême de Théo. On s'inquiète, tu sais. Ce matin, tu as laissé le gaz ouvert dans la cuisine avant de partir. Heureusement que je suis passée vérifier les documents pour Julien. » Je savais que c'était un mensonge. Je n'avais pas touché à la gazinière depuis 2 jours. Elle créait des incidents, elle fabriquait ma propre folie sous mes yeux. Le soir même, alors que Julien était reparti travailler, ma belle-fille Aurélie m'a apporté mon traitement pour la tension. « Prends tes comprimés, Sylvie. Tu as l'air si nerveuse. » murmura-t-elle en me tendant un petit verre d'eau. J'ai pris le comprimé, mais au moment de le porter à ma bouche, j'ai remarqué que sa couleur était légèrement plus pâle que d'habitude. Ce n'était pas mon médicament habituel. C'était un sédatif puissant, de ceux qui vous plongent dans un brouillard, dont on ne ressort que le lendemain, à midi hébétée et confuse. J'ai fait semblant de l'avaler, le glissant sous ma langue, avant de le recracher discrètement dans mon mouchoir, dès qu'elle a eu le dos tourné. Je devais rester éveillée. Je devais redevenir la bibliothécaire, qui ne laisse rien passer, même dans l'ombre. Pendant que je feignais de dormir dans ma chambre, j'entendais leur voix monter du salon. Mon fils Julien était revenu. « Tu vois, elle dort déjà à 19h, » souffla ma belle-fille Aurélie. « Elle perd pied, Julien. C'est dangereux pour elle de rester seule ici. Et puis la vente de cet appartement permettrait de débloquer les fonds pour ton projet. Le notaire dit que si elle est déclarée inapte, tu pourras signer à sa place pour la garantie bancaire. » J'ai senti une larme couler sur ma tempe, mais je n'ai pas bougé. Mon propre fils était en train d'être convaincu que sa mère n'était plus qu'une charge monétaire, un obstacle à sa réussite sociale. Le silence qui suivit fut plus douloureux qu'un cri. Julien ne répondit rien, et ce silence valait tous les consentements du monde. Le lendemain, alors qu'ils étaient assortis tous les deux pour soi-disant faire des courses, pour le petit Théo, j'ai reçu un pli recommandé. C'était la réponse de mon amie, Madame Lefebvre la détective. À l'intérieur, un document officiel du laboratoire de génétique que nous avions sollicité. J'ai ouvert l'enveloppe avec des mains qui ne tremblaient plus. Les résultats étaient sans appel écrits en noir sur blanc. Probabilité de parenté entre Julien et l'enfant Théo 0%. La preuve scientifique était là, entre mes doigts. Ce n'était plus seulement une intuition de grand-mère ou une observation de groupe sanguin. C'était une vérité irréfutable. Julien élevait un étranger et s'apprêtait à se ruiner pour une femme qui lui mentait sur l'essence même de leur famille. Je n'avais plus beaucoup de temps. Je savais que ma belle-fille Aurélie allait accélérer le processus pour m'écarter. J'ai utilisé mes économies cachées pour acheter 3 petites caméras de surveillance, de celles qu'on utilise pour surveiller les nourrissons si discrètes qu'on peut les cacher derrière une pile de vieux livres. J'en ai placé une dans la cuisine, une dans le salon, et la dernière près de mon bureau. Je me sentais comme une espionne dans ma propre maison, mais c'était ma seule chance de survie. Pendant 2 jours, j'ai continué à jouer la comédie de la vieille femme fatiguée, oubliant mes clés, demandant 3 fois la même chose, tout en observant le manège de ma belle-fille sur l'écran de mon téléphone caché sous mon oreiller. L'enregistrement décisif est arrivé le jeudi soir. Aurélie était au téléphone avec sa mère dans la cuisine. Elle pensait que j'étais profondément endormie, grâce à ses prétendus médicaments. « Mais oui, maman, tout se passe comme prévu. » ricana-t-elle en se servant un verre de mon vin préféré. Ce grand niais de Julien est persuadé que sa mère perd la tête.
Il va signer les papiers de l'établissement demain matin. Dès que la vieille sera enfermée, on liquide l'appartement. Julien continuera de nourrir le fils de Romain, sans même se douter que chaque centime qu'il gagne finit dans nos poches pour rembourser tes dettes de jeu à Paris. Il est d'une stupidité touchante, vraiment. Sa voix était tranchante, dénuée de toute l'empathie qu'elle simulait devant mon fils. J'ai passé la nuit à écouter cette boucle audio, le cœur de pierre. Le lendemain matin, Julien est entré dans ma chambre. Il tenait à la main une chemise cartonnée. Ses yeux étaient rouges, comme s'il avait pleuré toute la nuit, mais son expression était fermée presque dure. « Maman, c'est pour ton bien », dit-il en posant les documents sur mon lit. « C'est l'admission pour les vergers d'argent. Ils ont une place qui se libère demain. On va déménager tes affaires petit à petit. Aurélie pense que c'est la décision la plus sage. » Il me tendit un stylo, sa main tremblait, mais son regard était fuyant. Il ne voyait pas ma colère. Il ne voyait que sa propre détresse, qu'il essayait de résoudre en me sacrifiant. Je savais que si je signais, c'était la fin. Si je refusais, elle trouverait un autre moyen. J'ai regardé mon fils, celui que j'avais protégé toute ma vie, et j'ai compris que le moment de la douceur était terminé. J'ai pris le stylo que mon fils Julien me tendait. Mes doigts ne tremblaient de plus. Une étrange sérénité m'avait envahi, celle du soldat qui accepte de perdre une position pour mieux gagner la guerre. J'ai signé le bas du document de l'établissement des vergers d'argent. Aurélie, ma belle-fille, qui observait la scène depuis l'encadrement de la porte, a laissé échapper un soupir de soulagement, que je savais être une victoire pour elle. « C'est très raisonnable, Sylvie », a-t-elle glissé en s'emparant de la chemise cartonnée. J'ai levé les yeux vers elle, mon regard d'ancienne bibliothécaire, redevenu limpide et calme. « Je signe à une seule condition, Aurélie. Je veux assister au baptême du petit Théo dimanche. Je veux être là pour ce moment sacré dans l'église, avant que l'on ne m'emmène. » Elle a hésité, craignant sans doute un éclat de ma part devant les invités de Marc, qu'elle avait conviés, mais l'idée de m'avoir définitivement neutralisée l'a emportée. « Soit, » a-t-elle répondu d'un ton condescendant, « mais tu resteras discrète. Nous ne voulons pas que tu t'agites. » J'ai simplement hoché la tête. Julien m'a embrassée sur le front. Un baiser chargé d'une culpabilité qu'il n'osait pas nommer. Ils sont partis tous les deux, me laissant seule dans cet appartement qui allait bientôt m'être volé. Mais ils ignoraient qu'une bibliothécaire n'est jamais vraiment seule lorsqu'elle est entourée de ses archives. Dès que le bruit de leur voiture s'est estompé, je me suis remise au travail. Le lendemain, je me suis rendue à mon ancienne bibliothèque municipale. J'y ai encore mes entrées, et mes jeunes collègues me laissent volontiers accéder aux archives régionales numérisées. J'ai passé des heures à fouiller le passé de la famille Dumont. Ce que j'ai trouvé a confirmé mon intuition. Les parents d'Aurélie n'étaient pas à leur premier coup d'éclat. En 2015, ils avaient été mêlés à une affaire de faillite frauduleuse à Orléans. Ils avaient déjà ce mode opératoire s'introduire dans des familles respectables, contracter des empreintes sur la base de faux documents, puis disparaître avant que l'huissier ne frappe à la porte. Aurélie n'était que l'élève brillante et sans scrupules d'une lignée d'escrocs professionnels. J'ai ensuite contacté Romain, le jeune peintre de Lyon. Je lui ai téléphoné avec une voix douce maternelle. « Romain, je suis l'amie de Sylvie, celle qui est passée à votre atelier. J'ai une surprise pour vous. Je souhaite organiser une séance de portrait pour mon petit-fils. Et j'aimerais que vous soyez le photographe officiel de la cérémonie ce dimanche à Paris. Tous les frais sont pris en charge. » Il a accepté avec une simplicité qui m'a touché le cœur. Il ne savait pas encore qu'il allait retrouver son propre sang. Je lui ai envoyé l'adresse de l'église, lui demandant d'arriver avec son matériel et de ne parler à personne avant mon signal.
Il serait mon témoin silencieux, l'image vivante de la vérité, que personne ne pourrait nier. Mais la découverte la plus accablante est venue quelques heures plus tard, en fouillant discrètement dans le bureau de Julien, alors qu'Aurélie était partie faire ses derniers essayages de robe. Je cherchais des preuves de la manipulation financière et je suis tombée sur un contrat de prêt bancaire, dissimulé dans un double fond de son tiroir. Le document indiquait un emprunt de 200 000 €, avec ma maison en hypothèque. Mais ce qui m'a glacé le sang, c'est la signature de mon fils. Ce n'était pas la sienne. Les pleins et les déliés étaient trop réguliers, trop appliqués. Aurélie avait passé des heures à s'entraîner pour imiter l'écriture de Julien. Elle avait commis un faux en écriture publique, un crime passible de la prison. J'ai pris une photo nette du document avec mon téléphone les mains jointes, en une prière de remerciement. Le samedi soir, la veille de la cérémonie, j'ai passé la nuit à préparer ce que j'appelais mon cadeau de baptême. Julien et Aurélie avaient prévu de projeter une vidéo de famille sur le grand écran de la salle de réception. Après la messe, un montage de photos de Théo depuis sa naissance. J'ai pris la clé de mémoire qu'ils avaient préparée et, avec une dextérité que mes années de classement informatique avaient affinée, j'y ai inséré mes propres documents. J'ai ajouté les résultats du test d'acide désoxyribonucléique, les photos de Romain enfant, à côté de celles de Théo, et les coupures de presse sur les faillites de la famille Dumont. Tout était là, un cocktail explosif prêt à détonner au moment opportun. Vers minuit, je suis allée dans le salon. Julien était assis dans le noir, un verre de cognac à la main. Il semblait plus vieux de 10 ans. Je me suis approchée doucement et j'ai posé ma main sur son épaule. Il a sursauté, les yeux embués de larmes. « Je suis désolée pour demain, maman », a-t-il murmuré. « Je ne voulais pas que ça se termine comme ça pour toi. » J'ai souri un sourire de paix que mon fils n'a pas compris. J'ai caressé ses cheveux comme lorsqu'il était petit et que je lui lisais des contes de fées. « Ne t'inquiète pas pour moi, mon fils », lui ai-je répondu d'une voix claire et sereine. « Demain au baptême, je vais te donner le plus grand cadeau de ta vie. Tu verras enfin la lumière. » Il m'a regardé sans comprendre, pensant sans doute que je délirais à nouveau. Il ignorait que le dimanche suivant ne serait pas celui d'un baptême, mais celui d'une résurrection. Le matin du dimanche s'est levé sur Paris, avec une lumière pâle, presque hésitante, comme si le ciel lui-même redoutait ce qui allait se jouer sous les voûtes de l'église Saint-Augustin. J'avais choisi de porter un ensemble noir d'une coupe impeccable, sobre et digne. Ce n'était pas une tenue de fête, c'était une armure. Mon fils Julien m'avait regardé avec une pointe d'inquiétude en me voyant sortir de ma chambre. Mais il était trop absorbé par le nœud de sa cravate et par les exigences de sa femme pour poser des questions. Nous sommes arrivés sur le parvis alors que les premières cloches commençaient à sonner. La foule des invités se pressait déjà, un mélange de collègues architectes de Julien et de relations mondaines de la famille Dumont, tous vêtus de couleurs claires et de tissus onéreux. Ma belle-fille Aurélie était éblouissante, il faut le lui accorder. Elle portait une robe en dentelle blanche qui rappelait celle de son mariage, mais avec une touche de majesté supplémentaire. Elle tenait le petit Théo dans ses bras, comme un trophée, le présentant aux uns et aux autres avec un sourire qui ne quittait jamais ses lèvres, parfaitement dessinées. « Regardez-le, mon petit prince », roucoulait-elle auprès d'un investisseur potentiel de Julien. « Il a déjà toute la prestance de son père, ne trouvez-vous pas ?» Les invités opinaient du chef s'extasiant sur la ressemblance qu'il croyait voir ce besoin humain de trouver des racines là où l'on veut qu'elles soient. Je restais en retrait, observant ce théâtre de vanité avec une patience infinie. Nous sommes entrés dans la nef. L'air y était frais, chargé de l'odeur entêtante des lits blancs,
que ma belle-fille Aurélie avait fait disposer partout au mépris du coup. Je ne me suis pas installée à la table 0 cette fois-ci. J'ai marché d'un pas lent mais assuré jusqu'au premier rang, prenant place juste derrière mon fils, Julien, et sa femme. Ma belle-fille Aurélie a jeté un regard par-dessus son épaule, surprise de mon audace, mais elle n'a rien dit. Elle pensait sans doute que c'était mon baroud d'honneur, avant mon internement au verger d'argent. Elle se sentait puissante, intouchable sous la protection de ces murs sacrés. L'orgue a commencé à résonner, faisant vibrer les pierres séculaires et les cœurs les plus endurcis. Le prêtre, un homme âgé, au geste lent, s'est avancé vers les fonds baptismaux. Nous sommes réunis aujourd'hui pour accueillir cet enfant dans la communauté des fidèles. Commença-t-il d'une voix qui portait jusqu'au fond de l'église. Julien se tenait droit, la main posée sur l'épaule de son épouse, l'air solennel. À cet instant précis, j'ai entendu la porte lourde au fond de la nef s'ouvrir et se refermer doucement. J'ai risqué un coup d'œil. C'était lui. Romain, le peintre de Lyon, venait d'entrer. Il portait un costume sombre un peu trop large pour lui, mais il avait une allure folle avec son appareil photo professionnel en bandoulière. Il s'est glissé le long des bas-côtés, avec la discrétion d'un artisan. Personne ne fit attention à lui, le prenant pour le photographe officiel que j'avais promis d'engager. Il s'est arrêté à quelques mètres du chœur, ajustant ses réglages. Son regard a croisé le mien pendant une fraction de seconde, et j'y ai lu une détermination farouche. Puis son attention s'est portée sur l'enfant que tenait ma belle-fille Aurélie. J'ai vu ses mains trembler légèrement sur l'objectif alors qu'il découvrait pour la première fois le visage de son fils. La cérémonie suivait son cours. Le prêtre parlait de la transmission de la lignée, de l'importance de la vérité et de la foi. L'enfant est le fruit de l'amour et de l'honnêteté de ses parents, déclara-t-il en se tournant vers Julien et ma belle-fille Aurélie. Une amie de la famille assise juste à côté de moi murmura dans un souffle. « Regardez ses yeux, c'est le portrait craché de son père Julien, c'est frappant. » J'ai failli rire devant tant d'aveuglement volontaire. Ma belle-fille Aurélie se rengorgeait, savourant son triomphe. Elle se tourna légèrement pour ajuster le bonnet de baptême de Théo, et c'est alors qu'elle le vit. Romain s'était rapproché pour prendre un cliché de face. Leurs regards se sont verrouillés. J'ai vu le sang refluer du visage de ma belle-fille Aurélie en un instant. Elle est devenue livide, sa peau prenant la teinte de la cire des cierges qui brûlait à côté d'elle. Ses doigts se sont crispés sur la robe du bébé, et Théo, sentant la tension de sa mère, a commencé à pleurnicher. Elle a chancelé, manquant de perdre l'équilibre. Mon fils Julien l'a soutenue par le coude. « Qu'est-ce qu'il y a, Aurélie ? Tu te sens mal ?» demanda-t-il avec une inquiétude sincère. Elle ne pouvait pas répondre. Sa bouche s'ouvrait et se fermait sans qu'aucun son n'en sorte. Elle fixait Romain comme on fixe un spectre revenu d'entre les morts pour réclamer son dû. Le prêtre, ne remarquant pas le drame muet qui se nouait devant lui, prit le petit Théo dans ses bras pour l'approcher de l'eau bénite. « Par ce sacrement, j'appelle sur cet enfant la protection du Très-Haut, » récita-t-il. C'était le moment. Le silence qui suivit ces paroles était si dense qu'on aurait pu entendre une épingle tomber sur le marbre. Je me suis levée. Mes articulations ont craqué, mais je n'ai ressenti aucune douleur. J'ai fait un pas vers l'avant, sortant de l'ombre des bancs pour me placer dans la lumière des vitraux. Toute l'assemblée s'est tournée vers moi. Mon fils Julien me regardait avec une expression de pure terreur, persuadé que j'allais faire une scène de démence. Ma belle-fille Aurélie semblait prête à s'évanouir ses yeux, implorant le silence. Mais il était trop tard pour les suppliques. « Monsieur le curé, je vous demande pardon.
ai-je dit d'une voix haute et claire qui ne tremblait pas d'un iota. Mais cette cérémonie ne peut pas se poursuivre. Nous ne pouvons pas demander la bénédiction de Dieu sur un mensonge aussi monstrueux. Un murmure de choc a parcouru l'église comme une vague s'écrasant contre une falaise. Le prêtre a baissé les mains, l'air confus. « Madame, s'il vous plaît, asseyez-vous » tenta-t-il de dire avec douceur. Mais je ne l'écoutais plus. Mon regard était fixé sur mon fils Julien, dont le visage se décomposait sous l'effet de la honte et de la confusion. Ma belle-fille Aurélie, retrouvant un semblant de voix, cria presque « Elle est folle! Je vous l'avais dit, elle ne sait plus ce qu'elle raconte. Julien, fais quelque chose, emmène-la. » Julien a fait un pas vers moi, mais je l'ai arrêté d'un simple geste de la main. « Regarde l'homme qui tient l'appareil photo, Julien. » ai-je ordonné. « Regarde-le bien et regarde ensuite l'enfant que tu portes dans ton cœur. » Le piège était ouvert et la vérité s'apprêtait à en sortir dévastatrice et purificatrice. L'agitation dans l'église Saint-Augustin était devenue un bourdonnement sourd, comme un essaim de guêpes piégées sous une cloche de verre. Ma belle-fille Aurélie tentait de garder contenance, mais ses mains tremblaient si fort que le livret de messe s'échappa de ses doigts pour s'écraser sur le marbre. Mon fils Julien restait pétrifié, le regard oscillant entre sa femme livide et cet inconnu, le peintre de Lyon romain, qui se tenait là, comme un reproche vivant. J'ai ignoré les murmures scandalisés de la haute société parisienne qui s'étouffaient derrière ses éventails. J'ai marché vers le pupitre, où le sacristain avait installé le matériel de projection pour le petit film de famille que Julien avait si fièrement préparé. « Qu'est-ce que tu fais, maman ?» balbutia mon fils Julien d'une voix étranglée. Je ne lui ai pas répondu. J'ai inséré la clé de mémoire dans l'ordinateur. Le ronronnement du ventilateur a semblé couvrir le silence de plomb qui s'était abattu sur l'assemblée. Sur le grand écran blanc descendu devant l'autel, l'image n'était pas celle du berceau fleuri que tout le monde attendait. Un document officiel est apparu froid, administratif, implacable. C'était le rapport du laboratoire de génétique. En lettres capitales, le nom de mon fils Julien apparaissait à côté de celui du petit Théo. En dessous, le verdict tombait comme une lame de guillotine. Probabilité de paternité 0%. Un cri étouffé a parcouru les rangs des invités. Ma belle-fille Aurélie a voulu se jeter sur l'ordinateur, mais la détective Madame Lefebvre, que j'avais fait entrer discrètement, lui a barré la route avec une fermeté de fer. « Regardez bien la suite », ai-je dit calmement, ma voix résonnant sous les voûtes avec une autorité que je ne me connaissais pas. L'image suivante montrait une photo de classe de Romain, le peintre de Lyon, à l'âge de 2 ans juxtaposée à un gros plan de Théo. La même mèche rebelle, le même regard clair, et ce grain de beauté en forme de croissant de lune sur le cou. Le silence qui a suivi était plus terrifiant qu'une tempête. Les invités, ces gens si prompts à juger, étaient soudain incapables de détourner les yeux de l'évidence. Ma belle-fille Aurélie a commencé à hurler des insultes, sa voix autrefois si douce, devenant une plainte stridente qui n'avait plus rien de humain. « C'est un montage, c'est une invention de cette vieille folle !» criait-elle en agrippant le bras de Julien. Mais mon fils Julien ne la regardait plus. Il fixait l'écran où défilaient maintenant les preuves de la faillite frauduleuse de la famille Dumont, à Orléans, suivi des photos des contrats de prêt, où la signature de Julien avait été grossièrement imitée. Chaque clic de la souris révélait une nouvelle couche de mensonges, une nouvelle strate de la trahison qui avait été bâtie autour de lui, comme une prison dorée. Puis le son a rempli l'église. C'était l'enregistrement que j'avais fait dans ma propre cuisine, quelques jours plus tôt. La voix de ma belle-fille Aurélie
résonnait cynique et glacial, expliquant à sa mère comment elle comptait vider les comptes de mon fils Julien une fois que j'aurais été enfermée au verger d'argent. Ce grand niais de Julien est persuadé que sa mère perd la tête. Il continuera de nourrir le fils de Romain, sans même se douter de rien. À ces mots, Julien a semblé se briser. Ses épaules se sont affaissées d'un coup, et il a dû s'appuyer contre un pilier pour ne pas s'effondrer. Le masque de perfection d'Aurélie n'était plus qu'un tas de décombres. Elle a tenté de s'emparer de son fils des mains du prêtre, mais Romain le peintre de Lyon a fait un pas en avant. « C'est mon fils Aurélie », dit-il d'une voix basse lourde, d'une douleur de 10 mois. « Tu ne lui mentiras plus jamais. » Mais, alors que le chaos s'emparait de la nef, un bruit de bottes sur le parvis a attiré l'attention des derniers rangs. 2 inspecteurs de la police économique sont entrés se dirigeant droit vers le père d'Aurélie, qui tentait de se faufiler vers la sortie latérale. « Monsieur Dumont, vous êtes sous le coup d'un mandat d'arrêt pour escroquerie et usage de faux », annonça l'un d'eux avec une froideur bureaucratique. Le scandale était total. La lignée prestigieuse n'était qu'une association de malfaiteurs. Mon fils Julien a tourné la tête vers moi. Ses yeux étaient remplis d'une détresse si profonde que j'en ai eu le cœur déchiré. Il s'est approché lentement, chancelant, et il est tombé à genoux devant moi au milieu de l'allée centrale de l'église. Il a enfoui son visage dans les plis de ma robe noire, comme il le faisait quand il était un petit garçon et qu'il avait peur du noir. « Maman, pardonne-moi » sanglota-t-il, sa voix étouffée par les larmes. « J'ai failli te faire interner. J'ai été si aveugle. Tu essayais de me sauver, et je ne voyais que mon propre ego. » Je n'ai pas dit un mot. J'ai simplement posé ma main sur sa tête, sentant ses sanglots secouer tout son corps. Autour de nous, les invités s'enfuyaient comme des rats qui tentent un navire en perdition, laissant derrière eux leurs chapeaux et leurs illusions de grandeur. Ma belle-fille Aurélie était emmenée par Madame Lefebvre vers la sortie où la gendarmerie l'attendait. La vérité avait fait table rase. L'église Saint-Augustin retrouvait peu à peu son silence, mais c'était un silence de deuil et de vérité. Julien venait de perdre sa femme et l'enfant qu'il croyait être le sien. Mais il venait de retrouver la seule personne qui ne l'avait jamais trahi, sa mère. Le silence est revenu dans l'église Saint-Augustin. Un silence lourd, presque palpable, comme si la poussière des siècles retombait enfin sur le tumulte de nos vies. Mon fils Julien s'est relevé péniblement, les yeux rougis, et nous sommes sortis ensemble sur le parvis. La lumière de l'après-midi était cruelle, elle ne laissait aucune place à l'ombre. Les invités avaient disparu, emportant avec eux leur jugement et leur potin. Il ne restait que nous et au loin la voiture de police qui emmenait ma belle-fille Aurélie vers une réalité qu'elle n'avait pas prévue dans ses plans de grandeur. Les jours qui ont suivi ont été comme une longue convalescence, après une opération à cœur ouvert. On se réveille, on a mal, mais on sait que le poison a été retiré. La procédure de justice a été rapide car les preuves que j'avais accumulées étaient comme une montagne infranchissable pour les avocats de la défense. Le mariage de mon fils Julien a été annulé pour dol une fraude manifeste qui effaçait ce lien comme s'il n'avait jamais existé devant la loi. Ma belle-fille Aurélie ainsi que ses parents ont dû faire face à des poursuites pour escroquerie en bande organisée et faux en écriture. Le château de sable s'était écroulé et sous les décombres, on ne trouvait que des dettes et des mensonges. Mon fils Julien a dû liquider son agence de Paris pour rembourser les créanciers. Mais pour la première fois depuis des années, il dormait sans avoir besoin de médicaments. Le plus difficile a été la séparation avec le petit Théo.
Mon fils Julien l'avait aimé comme son propre sang pendant 10 mois. Chaque biberon, chaque nuit blanche, chaque premier sourire avait été gravé dans son cœur de père. Mais la vérité ne se partage pas. Romain, le peintre de Lyon, a entamé les démarches pour reconnaître son fils. Je n'ai pas voulu qu'il y ait de haine entre eux. Un après-midi, j'ai invité Romain à la maison. Il est arrivé avec ses toiles sous le bras timide, encore un peu perdu dans ce nouveau rôle de père qu'on lui avait volé. Mon fils Julien lui a tendu le carnet de santé de Théo et son doudou préféré. « Prends soin de lui », dit-il d'une voix brisée mais digne. Il est le seul innocent dans toute cette histoire. J'ai décidé de ne pas laisser Romain seul avec ce petit garçon qu'il ne connaissait pas encore. Je suis devenue une sorte de grand-mère de cœur pour le petit Théo, une passerelle entre son passé imaginé et son futur réel. Romain s'est installé dans un petit atelier près de Tours, fuyant les souvenirs douloureux de Lyon. Chaque mercredi, je vais là-bas pour m'occuper du petit. Je lui lis les mêmes livres que je lisais à mon fils Julien autrefois. Théo me regarde avec ses grands yeux clairs et parfois je vois passer dans son regard une lueur de reconnaissance qui me réchauffe le cœur. La lignée n'est pas toujours une question de sang. C'est aussi une question de temps passé ensemble et de promesses tenues. Mon fils Julien a repris le chemin de son métier d'architecte. Mais cette fois, il travaille sur des projets qui ont du sens. Il restaure des vieilles maisons de village, cherchant la solidité sous les vieilles pierres plutôt que l'éclat des façades modernes de Paris. Il vit de nouveau dans sa petite maison de Touraine, non loin de chez moi. Nous dînons ensemble tous les dimanches soir. On ne parle plus d'Aurélie, son nom est devenu une sorte de tabou silencieux. Une cicatrice qu'on ne gratte plus. Mais je vois bien qu'il est plus attentif, plus présent. Il ne cherche plus à impressionner le monde. Il cherche simplement à être un homme juste. Un matin d'automne, j'ai entendu un bruit de livraison devant ma porte. 2 livreurs sont entrés en portant un meuble volumineux, enveloppé dans du papier de soie et du carton épais. Mon fils Julien suivait derrière un sourire mystérieux aux lèvres. « C'est pour toi, maman », dit-il en m'aidant à déballer le paquet. C'était un fauteuil de lecture le plus beau que j'ai jamais vu. Du cuir souple d'une couleur miel chaud avec des accoudoirs larges et un dossier qui semblait vous embrasser. Il l'a placé dans le coin le plus ensoleillé de ma bibliothèque, près de la fenêtre qui donne sur les bords de la Loire. « C'est ta place, maman », murmura mon fils Julien en m'invitant à m'asseoir. « C'est ton trône, et je te promets que plus jamais personne ne te demandera de t'asseoir à la table 0. Tu es le cœur de cette famille, celle qui a gardé la lumière, quand tout le monde voulait nous plonger dans le noir. » Je me suis assise et pour la première fois depuis des mois, j'ai senti une détente totale envahir mes membres fatigués. Je n'étais plus la gardienne aux aguets, la détective malgré elle. Je n'étais plus que Sylvie, une femme qui avait accompli son devoir de mère et de citoyenne. Le soir tombe maintenant sur la Touraine. Le petit Théo est endormi dans la chambre d'amis, car Romain est en déplacement pour une exposition à Nantes. Mon fils Julien est dans la cuisine en train de préparer une soupe à l'oignon. L'odeur sucrée et familière remplit l'appartement. Je suis dans mon grand fauteuil miel, un livre ancien sur les genoux, mais je ne lis pas. Je regarde les ombres des arbres danser sur les rayons de ma bibliothèque. La vérité est parfois un orage qui dévaste tout sur son passage, mais c'est aussi la pluie qui permet à la terre de refleurir. Nous avons perdu une illusion de famille, mais nous avons gagné une réalité faite de respect et de sincérité. Je ferme les yeux un instant, savourant le tic-tac de la pendule, qui ne semble plus courir après le temps. La vie est redevenue un long fleuve tranquille, mais un fleuve profond, dont on connaît désormais les courants et les fonds de sable.
Ma belle-fille Aurélie a emporté avec elle le chaos, mais elle nous a laissé sans le vouloir la force de nous reconstruire, plus solidement. La bibliothécaire que je suis sait que chaque chapitre a une fin même les plus sombres, et que la page qui se tourne laisse toujours place à une page blanche, prête à être écrite avec des mots de paix.